Malheureusement, ce matin encore, on va commencer ce journal par l'annonce de la mort d'un soldat israélien tombé au combat au sud Liban. Et oui, effectivement, Ilana, il s'agit du sergent Nehorai Leiser, 19 ans, d'Elat. Le sergent Leiser était combattant du génie militaire, bataillon 601. Il a été tué hier par un drone explosif envoyé par le Hezbollah en direction du véhicule militaire qu'il conduisait près du village chrétien de Debel, au sud Liban. Que son souvenir soit béni. Tsahal enquête sur les circonstances de cette attaque au cours de laquelle un officier qui était à bord du même véhicule a été grièvement blessé. Et puis ce matin, les obsèques, on en reparle, du sergent-chef Noam Hamburger se sont déroulées à Atlit, c'était dans la soirée. Oui, effectivement, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir dans le cimetière militaire de la localité d'Atlit pour rendre un ultime hommage à Noam Hamburger. Les sœurs de Noam ont souligné son dévouement infini pour la patrie. Elles ont rappelé qu'il avait combattu pendant près de 2 ans et demi dans la bande de Gaza avant d'être déployé avec sa brigade, une brigade de blindés le long de la frontière israélo-libanaise. Je vous rappelle que le sergent-chef Hamburger avait 23 ans. Il a été tué par un drone explosif, là encore du Hezbollah, alors qu'il se trouvait dans le fortin de Biranit, le long de la frontière israélo-libanaise. Que son souvenir soit béni. Et Tsahal a donc toujours des difficultés, on le voit, Daniel, à venir à bout de cette menace des drones piégés au sud Liban. Oui, effectivement, hier, le Hezbollah a lancé une trentaine de drones piégés offensifs en direction des forces de Tsahal stationnées au sud Liban et le long de la frontière. Et Tsahal n'a pour l'instant que des réponses partielles à cette menace. On a appris hier d'ailleurs que des combattants qui servent actuellement au sud Liban, des combattants de Tsahal, ont demandé à des pêcheurs du lac de Tibériade de leur fournir des filets de pêche afin de s'en servir comme filet de protection contre les drones explosifs. L'un des pêcheurs a été interrogé par la radio israélienne. Il a promis de tout faire pour venir en aide aux soldats. Selon lui, il y a en Israël plus de 10 tonnes de filets de pêche qui peuvent être utilisés comme protection. Au sein de Tsahal, on tente de déterminer un modèle unique de filet qui puisse protéger les soldats avant de le commander. Dans ce contexte et sans rapport d'heure avec les pourparlers entre Washington et Téhéran, Tsahal poursuit ses opérations au sud Liban. Oui, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a approuvé ces derniers jours des plans d'offensive de Tsahal au sud Liban. Le général Zamir a révélé que l'armée était prête à reprendre des combats de haute intensité contre le Hezbollah. Nous frappons l'organisation terroriste chiite de manière systématique et nous allons maintenir sur elle la pression. À propos de l'Iran, le chef d'état-major de Tsahal a affirmé qu'il suivait de près les développements régionaux et que Tsahal était prête à agir plus profondément afin d'affaiblir le régime iranien. Quant à Naïm Qassem, le leader du Hezbollah, il a émis l'espoir que l'accord qui se prépare actuellement entre l'Iran et les États-Unis inclura également le Liban, le dossier libanais. Qassem a réaffirmé que le Hezbollah ne se désarmera pas, et il a à nouveau attaqué le gouvernement libanais pour avoir accepté de négocier avec Israël. Selon lui, ces pourparlers sont une capitulation face à l'État d'Israël. Et puis pendant ce temps, le président Donald Trump continue, lui, à faire des déclarations autour d'un accord avec l'Iran. Oui, selon Donald Trump, l'accord qui est en train d'être préparé n'a rien à voir avec celui conclu par l'administration Obama en 2015. C'est même tout le contraire, a-t-il dit. Je ne conclus pas de mauvais accord, a dit le président Trump, qui aurait demandé à ses conseillers de ne pas se précipiter dans la signature d'un accord avec les Iraniens. Il a affirmé que les sanctions économiques contre l'Iran seront maintenues tant qu'il n'y aura pas de validation officielle de cet accord. En Israël, on estime que s'il y a accord, il ne sera pas conclu avant 2 ou 3 jours. Et puis le président de l'État, Yitzhak Herzog, a dénoncé hier, lui, ce qu'il a appelé la brutalisation de la société israélienne. Oui, lors d'une cérémonie de remise du prix de l'unité de Jérusalem qui s'est tenue hier à la présidence de l'État, le président Herzog s'en est pris à l'augmentation sensible de la violence et des dérives extrémistes dans la société israélienne. C'est un processus lent et préoccupant qui menace de toucher le mainstream de cette société israélienne, a dit le président. Yitzhak Herzog a cité plusieurs exemples de ces violences, selon lui. Et il s'agit des assassinats dans le secteur arabe israélien et des actes de violence de la part de radicaux au sein du mouvement des jeunes des collines en Judée-Samarie. Apparemment, le président a également fait référence à la vidéo du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir avec les fameux activistes de la flottille Soumoud. Il est interdit de maltraiter des détenus aussi méprisables soient-ils, a dit le président Ben-Gvir, qui s'est apparemment senti visé, a réagi en affirmant qu'Herzog ne méritait pas d'être président. Et puis enfin, pour terminer, un mini tremblement de terre a été enregistré hier soir en Israël. Oui, il s'agit d'un séisme d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. Le centre du séisme était apparemment au milieu du lac de Tibériade, dont on a déjà parlé dans cette édition. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés ni dégâts.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, à Tel Aviv et à Ashdod, 23 à Haïfa et à Netanya, 27 à Beersheva et 34 degrés aujourd'hui à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être resté réveillé parce que pour nous c'est le matin, mais pour vous c'est encore le milieu de la nuit. Il est 1h du matin à New York où vous vous trouvez. Alors avec vous, je voudrais que l'on revienne sur ces derniers développements et sur cet accord. Et d'abord, est-ce que vous disposez d'informations que l'on n'a pas ici en Israël sur la teneur de cet accord entre l'Iran et les États-Unis qui semble se profiler à l'horizon ? Non, pas d'informations que j'aurai ici. Une seule information qui n'en est pas une, c'est je pense que tant que rien n'est signé, je pense qu'il faut être toujours extrêmement prudent. Il peut encore y avoir des revirements. Je pense que c'est ce que les 2 derniers mois nous ont appris. Donc certaines prudences encore avant de dire que l'accord sera signé à coup sûr. Oui, ça veut dire vous pensez qu'il y a encore une possibilité de manœuvre, de manipulation de la part de Donald Trump qui nous attire vers un accord pour taper un bon coup sur la table, un coup de poing sur la table et dire finalement je ne peux pas négocier, je ne peux pas parvenir à un accord avec les Iraniens et on va les frapper ? Je ne le crois pas, honnêtement, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a eu trop de discours qui ont été faits à la fois par lui, par son secrétaire d'État Marco Rubio pour maintenant revenir en arrière. Sauf qu'encore une fois, je pense que les 2 derniers mois nous ont montré que rien n'était définitif tant que rien n'était signé. Il y a eu énormément de revirements, c'est très très peu probable. Je pense qu'il y a trop de parties en présence, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Il y a eu énormément de déclarations qui ont été faites. On sait qu'il y a eu des discussions très poussées aussi avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Donc c'est peu probable. Juste, allez, on va se donner 5-10% de prudence et de se dire que tant que ça n'est pas fait, rien n'est encore certain. Alors, quels sont les paramètres qui ont poussé finalement Donald Trump à abandonner l'idée d'une attaque, alors que pas plus tard qu'au cours des 15 derniers jours, il y a eu des déploiements de force. On avait le sentiment, il y a encore quelques jours, la semaine dernière, que l'on s'acheminait vers une nouvelle période d'offensive. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à finalement changer son fusil d'épaule, si je puis dire ? Je pense que globalement, Donald Trump était extrêmement réticent à l'idée de poursuivre la guerre parce que voilà, il y a des considérations évidemment, notamment de politique intérieure, avec effectivement une crise économique qui s'aggrave aux États-Unis. Vous avez les élections intermédiaires qui se profilent d'ici quelques mois. Vous avez la Coupe du Monde qui va démarrer. Ça peut paraître trivial. Et dans quelques semaines, vous avez la Coupe du Monde qui démarre aux États-Unis. Il va y avoir aussi les 250 ans des États-Unis très très vite, le 4 juillet. Donc vous avez tout un agenda, tout un calendrier aujourd'hui qui se prête assez mal à la poursuite de la guerre, surtout que ça n'était pas ce pourquoi Donald Trump avait été élu. Donc entre la crise du pouvoir d'achat d'un côté, une guerre qui semblait s'enliser, Donald Trump voulait en sortir. Je pense que pour lui, il a voulu montrer qu'il était prêt à aller jusqu'à l'option militaire et reprendre les frappes, mais c'était plus sans doute un moyen pour lui de mettre la pression sur l'Iran, de dire toutes les options sont sur la table, et d'ailleurs, elles le demeurent aujourd'hui, mais sa volonté profonde, c'était sans doute d'en sortir, de trouver une voie de sortie. Ce qui a changé, c'est que les échéances, elles se rapprochaient. Il a peut-être vu ici une nouvelle ouverture de la part des Iraniens. Vous avez eu aussi donc la médiation des Pakistanais. Il s'est sans doute dit qu'entre les contraintes qu'il avait, peut-être quelques petits mouvements qu'il a peut-être pu percevoir chez les Iraniens, il s'est dit que c'était une fenêtre de tir. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas eu un changement radical, je dirais, qui aurait poussé Trump à changer d'approche. C'est juste qu'il se dit, voilà, c'est le moment de le faire, on le fait. Mais une chose est importante, on va vers un protocole d'accord et pas un accord. Il conserve l'option de reprendre les frappes si nécessaire. On n'est pas dans un accord définitif avec la paix éternelle, etc. On n'est plus dans un protocole d'accord pour donner quels sont les grands sujets dont on va parler. Il se donne encore une porte de sortie et une certaine latitude pour agir. Et je pense que c'est très important pour lui. Pourquoi ? Il veut apparaître comme le vainqueur de cette confrontation et pour le coup donc garder aujourd'hui un maximum de liberté d'action dans les 30 jours, dans les 60 prochains jours, c'est extrêmement important pour lui pour maintenir la pression sur l'Iran. Alors, et on ne peut pas dire qu'il a le sentiment d'être moqué par les régimes iraniens, y compris même certains régimes moyen-orientaux. Le président Trump a fait monter la pression pendant des semaines et des semaines en menaçant, en étant extrêmement ferme, y compris sur le plan militaire. Et puis d'un coup, le soufflet se dégonfle et on voit un Donald Trump qui finalement
perd la face, puisque c'est finalement, ça peut être considéré comme une forme de capitulation face aux Iraniens. Mais si vous permettez, Daniel, ça fait un certain nombre de semaines que ça dure, puisque vous avez eu un certain nombre de menaces qui n'ont jamais été mises à exécution. Donc, je dirais qu'un peu cette perte de crédibilité, ça fait quelques semaines que ça dure. Vous avez eu une action extrêmement forte il y a 1 an, au mois de juin. Vous avez eu au début de la guerre une action là aussi extrêmement forte. Et ça fait depuis 1 mois et demi, que vous avez un décalage extrêmement fort entre un discours martial avec des rodomontades extrêmement fortes et puis en permanence des reculades, le fait de dire on attend, on n'y va pas. Donc, d'une certaine façon, cette voie vers un protocole d'accord, c'est plutôt la continuité de ce qu'on a vécu dans les 6 dernières semaines, et c'est plutôt un affaiblissement de la crédibilité américaine. Donc Donald Trump, je pense, a conscience de ça, mais je pense qu'il n'a le choix qu'entre de mauvaises options. Je pense qu'il ne croit pas aujourd'hui qu'une option militaire puisse véritablement résoudre le problème. Il voit surtout le problème aujourd'hui en termes de politique intérieure. Donc il a le choix entre des mauvaises options, c'est-à-dire perdre la face d'un côté, ce qui est en train de se passer, ou alors avoir une crise économique qui s'aggrave aux États-Unis. Et donc je pense qu'il est aujourd'hui dans l'idée de choisir un maximum, de choisir le moindre mal. Et je pense que c'est aussi important dans ce cadre-là. La bataille des narratifs, elle est très importante. Et vous avez dans les dernières heures des tweets qui montrent la puissance américaine. Vous avez un tweet très important où Trump dit « ça n'a rien à voir avec l'accord d'Obama, je suis beaucoup plus fort, nous n'allons pas faire n'importe quoi ». Donc je pense que Trump est extrêmement conscient de l'écueil que vous avez mentionné. Donc il veut éviter. Simplement, le problème, c'est que des tweets ou des tweets extrêmement agressifs avec de l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le fond. Et c'est vrai, oui, vous avez raison, en termes de fond, cette séquence, elle n'est pas très favorable, pas seulement à Trump, mais surtout à la crédibilité de la parole américaine. Et c'est vrai qu'en ce sens, les prochaines semaines seront décisives, et ça risque d'inciter, et je pense que ça c'est plutôt sans doute une bonne nouvelle pour Israël, parce que Trump ne veut pas, je dirais, être catégorisé comme quelqu'un s'étant dégonflé. Je pense qu'il va sans doute essayer de durcir le ton dans les prochaines semaines par rapport à ce qu'il va essayer d'obtenir des Iraniens. Le problème, là encore une fois, les Iraniens sont habiles, et vous risquez encore d'avoir ce décalage entre un ton martial et des réalités, et ça c'est le principal danger, pas seulement pour Israël, mais pour la crédibilité américaine également. Alors comment, Sébastien, cette attitude du président Trump et cette course vers l'accord est perçue dans son environnement proche, on va dire. On peut comprendre qu'il y a une certaine satisfaction du côté des isolationnistes, mais au sein du Parti républicain, au sein en particulier des Amis d'Israël, est-ce qu'il y a une sorte de... Il y a des critiques, parce que c'est un peu ce que la presse israélienne reflète ici par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, des critiques même dans l'entourage du président américain, des critiques de la part de sénateurs républicains qui disent que finalement, Donald Trump perd la face et qu'il ne résout pas le problème de l'État d'Israël aujourd'hui. Vous avez effectivement des sénateurs influents qui sont vraiment sur l'aile, je dirais, interventionniste, faucon pro-Israël. On peut penser par exemple à Ted Cruz, le sénateur du Texas, Roger Wicker du Mississippi, ou Lindsey Graham, qui a la particularité, Lindsey Graham, d'être à la fois très proche de Trump, mais aussi très proche d'Israël, et en particulier du Premier ministre israélien Netanyahou, qui effectivement ont eu des paroles assez critiques. Simplement, on sait que Donald Trump a vraiment la main mise sur le Parti républicain, et donc ces critiques, elles existent, mais elles sont feutrées. On sent qu'il y a plutôt des coups de fil derrière à Donald Trump pour le pousser à ne pas trop céder. Simplement, ces sénateurs républicains, ils n'oseront jamais aller, je dirais, s'opposer frontalement à Donald Trump, parce que le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important. On l'a dit, en gros, la base MAGA, 75 à 80% des républicains, soutient Trump dans la guerre contre l'Iran. Mais ce que j'ai déjà dit, je crois, à cette antenne, c'est qu'ils soutiennent plus Trump que la guerre contre l'Iran. Oui. Et il y a vraiment un élément de loyauté envers Trump qui est extrêmement fort. Quoi que Trump décide, vous aurez 70-75% des républicains qui seront avec lui. Et je pense que les sénateurs républicains, même les plus faucons, même les plus pro-Israël, le savent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans leur dénonciation de Donald Trump, parce que c'est leur propre avenir politique qui est en jeu. Et je pourrais expliciter ce point en montrant ce qui s'est passé cette semaine dans les primaires républicaines. Tous les candidats qui ont été soutenus par Trump ont gagné leur primaire républicaine, leur primaire, je dirais, à l'intérieur du parti. Tous les candidats qui étaient opposés par Trump ont perdu. Ces sénateurs républicains le savent, que ce soit en 2026 ou 2028, ils ne peuvent pas s'opposer à Trump. Trump le sait, donc quoi qu'il décide, le Parti républicain et notamment les sénateurs, in fine, se plieront à ses désidérats. Alors il y a aussi, et je voudrais qu'on parle un peu des relations entre Israël et les États-Unis, et aussi Israël et les États-Unis et les pays du Golfe, parce que
il y a aussi une déclaration, je pense qu'elle ne nous a pas échappé, sur le fait que Trump disait aux pays du Golfe en particulier, même le Qatar, il faut que vous rentriez avec cet accord avec l'Iran, eh bien on va pouvoir élargir les accords d'Abraham, il faut que vous rentriez dans les accords d'Abraham. Comment on mélange un peu tout cela ? C'est un peu bizarre. Vous avez raison, vous avez utilisé le mot mélanger, je pense que c'est assez juste. Il faut savoir que les accords d'Abraham, c'est un vrai succès diplomatique de l'administration Trump, et il y a un consensus ici aux États-Unis, même parmi les démocrates, de dire que c'est un vrai succès de Trump. Et donc, on l'a dit, d'un point de vue narratif, c'est très important pour Donald Trump de dire cette séquence est un succès, je ne suis pas faible comme Obama, j'obtiens des choses. Et pour lui, s'il peut conjuguer cet accord et mettre dans la corbeille du marié l'élargissement des accords d'Abraham, c'est à la fois un signal envoyé à son électorat très pro-Israël de dire « Regardez, je sécurise Israël d'un point de vue diplomatique, je capitalise sur mon succès diplomatique et j'obtiens quelque chose qu'Obama n'était pas capable d'obtenir. » Donc ça, c'est la théorie. En pratique, on l'a vu, l'Arabie Saoudite est extrêmement réticente à rentrer dans les accords d'Abraham en l'état parce qu'elle veut des concessions significatives sur le dossier palestinien. Et il est peu probable d'imaginer demain le Qatar et encore moins le Pakistan rejoindre cette alliance. Donc je pense que c'est aussi pour Trump une bataille aujourd'hui, un objectif de montrer à sa base, mais pas uniquement globalement au peuple américain, qu'il obtient des choses, mais c'est sans doute à ce stade, sans doute une espèce de vision un petit peu idéalisée qui ne repose pas sur grand-chose. On pourrait évidemment le souhaiter et l'espérer, mais c'est plus aujourd'hui habiller quelque chose qui ressemble à un retrait, à une concession, plutôt que quelque chose d'extrêmement, de véritablement probable. Donc c'est assez peu probable que ça se passe comme ça, mais en tout cas ça traduit une chose, la volonté de Trump d'apparaître comme victorieux de cette séquence. Alors concernant les relations entre Israël et les États-Unis, toujours dans la presse israélienne ce matin, on parle on dit que finalement Trump a sacrifié Israël en faveur des Iraniens pour mettre fin à la guerre et pour permettre cet accord. Est-ce que c'est votre sentiment ? Est-ce que visiblement aujourd'hui, alors qu'il y a eu, on en a parlé à de multiples reprises ces 3 derniers mois, une coordination étroite entre Israël et les États-Unis, entre les armées américaines et les armées israéliennes, est-ce que là finalement Trump est en train de lâcher Israël, ou alors finalement il signe cet accord, mais il va essayer d'offrir des compensations à Israël ? Je pense que c'est sans doute un mélange de tout ça. Il ne faut jamais oublier que Donald Trump est le président des États-Unis, qu'il a été élu sur une plateforme America First. Donc d'abord l'Amérique, et pour le coup Trump, c'est comme ses prédécesseurs et c'est comme ses successeurs, ce sont d'abord les intérêts américains. On l'avait vu au mois de juin dernier, il n'y a pas de contradiction entre une très très forte alliance militaire politique et puis à un moment donné, quand Trump décide que c'est fini, il l'avait dit en juin, il l'a dit encore cette semaine en disant « Netanyahou fera ce que je lui dirai de faire ». Et je pense que Trump sans doute a conscience qu'il en a suffisamment fait pour Israël pour se permettre aujourd'hui de, entre guillemets, siffler la fin de la guerre, parce qu'il a des enjeux politiques extrêmement importants et que contrairement au mythe de, je dirais, la politique américaine qui serait décidée à Tel Aviv, eh bien c'est décidé par Trump, c'est décidé par ses contraintes politiques, et c'est ça aujourd'hui qui préfigure. Simplement, je pense qu'il ne faut pas oublier tous les gestes qu'a fait Donald Trump envers Israël, et le grand enjeu sans doute qu'il y aura dans les prochaines semaines, c'est que Israël risque de se dire que voilà, on a sans doute perdu aujourd'hui cette fenêtre d'opportunité envers l'Iran, mais il est possible que les négociations portent plutôt sur la liberté d'action d'Israël sur l'autre grand sujet, évidemment, qu'est le Hezbollah. Et là, il est possible qu'il y ait des négociations entre Netanyahou et Trump en disant, voilà, tu me lâches sur l'Iran, en revanche, laisse-moi quand même une certaine liberté d'action sur le Liban. Rien n'est moins sûr parce que, évidemment, l'Iran, avec notamment les pays qui le soutiennent plutôt comme le Pakistan, risque de pousser à Trump de faire un accord global qui empêche la liberté d'action au Liban. Mais en tous les cas, clairement, Israël va demander des compensations. Quelles seront-elles ? On ne sait pas, mais je pense que c'est important de rappeler, Donald Trump est pro-Israël, mais il est avant tout le président des États-Unis, et à un moment donné, si les intérêts divergent, il choisira, comme tout président américain, ses intérêts politiques et les intérêts de son pays. Eh bien, Sébastien Lévy, merci beaucoup pour toutes ces explications extrêmement claires. On comprend mieux la situation et la problématique, on va dire, de cette situation, au moins peut-être pour Israël. Merci beaucoup, Sébastien, d'être resté réveillé jusqu'à cette heure tardive à New York pour nous donner ces explications, nous aider à mieux décrypter cette situation complexe. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit, bonne continuation. Merci, et à bientôt. Daniel. Au revoir. Merci.
Daniel, sans surprise, tous les quotidiens israéliens et les sites d'infos ce matin sont consacrés au deal que Trump est en passe de concocter, donc avec l'Iran. Et oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot consacre 90% de sa première page à ce fameux deal. En dessous des photos de Trump, Khamenei et Netanyahou, le grand quotidien titre en manchette les détails du plan Trump, les questions qu'il suscite et l'inquiétude qu'il provoque en Israël. Le Yediot Aharonot parle de période critique dans les pourparlers avec l'Iran. Selon la proposition américaine, eh bien, l'allègement des sanctions n'interviendrait qu'après la réouverture du détroit d'Ormuz et à la fin de la guerre. Le Yediot Aharonot admet que des objectifs comme la chute du régime ou même la limitation de la production de missiles balistiques ne seront pas atteints. Quant à l'inquiétude israélienne, elle se focalise autour du dossier du nucléaire qui pourrait n'être traité qu'en troisième phase des pourparlers. Le Yediot Aharonot cite en page intérieure Donald Trump qui a déclaré hier « Il ne s'agit pas d'un mauvais accord comme celui signé à l'époque d'Obama ». Alors, le Israël consacre lui un peu plus de la moitié de sa première page à cet accord qui se profile à l'horizon. Oui, le journal titre l'accord avec l'Iran. Israël tente de le freiner, mais on reconnaît à Jérusalem que la capacité d'influer actuellement sur le président Trump est limitée, y compris dans le dossier du nucléaire et dans celui de l'uranium enrichi. Israël tente au moins de conserver une forme de liberté d'action au sud Liban. Selon les propos de Benjamin Netanyahou, le président Trump aurait, durant les pourparlers, veillé à défendre le droit d'Israël à se protéger. Le journal cite Donald Trump qui a déclaré « Si je signe un accord avec l'Iran, cet accord sera bon ». Tzipi Shmilovitz se penche ce matin dans le Yediot sur ce qu'elle appelle le fiasco, Daniel, du président Trump. Oui, Tzipi Shmilovitz affirme qu'hier, les inconditionnels du président américain ont continué à vanter ses mérites, mais même sa base politique et électorale aux États-Unis commence à parler de lui autrement. Un célèbre éditorialiste conservateur a parlé de capitulation humiliante du président américain face aux Iraniens, et même Lindsey Graham, le célèbre sénateur qui est ami du président et ami d'Israël, a reconnu que cet accord était un cauchemar pour l'État hébreu. Aujourd'hui, même les proches soutiens de Donald Trump reconnaissent qu'il s'est trompé et qu'il a mal parié face aux Iraniens. Dans le Israël Hayom, on reconnaît que les capacités d'Israël d'influer sur Trump sont assez limitées. Oui, mais on se rattache à des déclarations du président américain selon lesquelles l'Iran ne pourra pas se doter de l'arme nucléaire. Et le Israël Hayom a reçu des informations apparemment dignes de foi selon lesquelles le dossier des missiles balistiques n'est pas inclus dans l'accord ou même dans les négociations qui doivent intervenir au cours des prochaines semaines. Et l'inquiétude principale d'Israël est de ne plus disposer de carte blanche pour se défendre ou pour défendre ses frontières. Le Yediot Aharonot consacre de son côté aussi ce matin une double page intérieure à la situation sécuritaire au sud Liban. Oui, le Yediot explique que pendant que l'accord entre les États-Unis et l'Iran est en passe d'être conclu, les unités de Tsahal déployées au sud Liban continuent à détruire toutes les infrastructures du Hezbollah au sol et en sous-sol. Selon des sources militaires israéliennes, il reste encore beaucoup de travail à accomplir et si c'est nécessaire, dit-on, nous continuerons à œuvrer pour donc essayer de limiter les capacités du Hezbollah. Selon des sources militaires, plus de 600 terroristes du mouvement chiite ont été éliminés au cours des derniers jours. Le Israël Hayom cite des responsables sécuritaires israéliens qui affirment que ce qui se passe actuellement au sud Liban est un cessez-le-feu dans la perception la plus pathétique du terme. Quant aux habitants israéliens du nord, ils ne cachent pas leur colère envers le gouvernement Netanyahou. Shahar Kleiman estime que désormais Israël doit fixer des règles claires face au Hezbollah, mais le mouvement chiite compte sur Téhéran pour imposer un véritable cessez-le-feu dans le cadre de l'accord avec les États-Unis. Et puis les sites d'infos titrent ce matin, Daniel, sur la proposition de Trump aux leaders arabes régionaux de rejoindre les accords d'Abraham. Oui, selon les informations que l'on peut lire en page d'ouverture du site N12, Donald Trump aurait déclaré aux leaders de pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar qu'il attendait d'eux qu'ils rejoignent au plus vite les accords d'Abraham dans le cadre de ce deal avec l'Iran. Apparemment, une partie des leaders arabes aurait été surpris par la demande présidentielle et en Israël, on affirme qu'il n'y a qu'une infime probabilité pour qu'un tel scénario puisse intervenir avant les élections en Israël et aux États-Unis. Et puis on s'intéresse évidemment à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin autour de l'accord prôné par Donald Trump. Oui, ils sont nombreux à s'exprimer. Nous allons commencer par ceux du Yediot Aharonot. Nahum Barney a trouvé la formule choc qui résume l'état d'esprit qui règne en Israël. L'ampleur de la défaite est comparable à la puissance du rugissement du lion, écrit-il. Ne serait-ce que l'attente d'une réponse de Mortaba Khamenei est une victoire pour Téhéran. Lorsque les Américains et les Israéliens ont déclenché la guerre il y a 3 mois, leurs leaders ne pouvaient imaginer que l'Iran serait en meilleure position
pression à la fin de cette guerre qu'elle ne l'était au début. Davidi Ben-Sion écrit très clairement ce matin: la faiblesse ne conduit pas à la paix, l'histoire nous oblige à la prudence. Nous avons déjà vu des leaders occidentaux qui ont voulu acheter du calme face à des régimes dictatoriaux en concluant toutes sortes d'accords. Quant à Ronen Bergman, il reste tout de même sceptique et affirme en titre de son analyse: c'est vrai, il y a une volonté farouche des Américains de parvenir à un accord, mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé et personne ne sait si Mojtaba Khamenei acceptera de ratifier un tel accord. Aujourd'hui, je vais vous parler de femmes, mais pas de n'importe quelle femme, de celles qui se battent pour protéger notre pays et notre vie à tous. Nos combattantes. Après le 7 octobre, plus de 100 000 femmes auraient servi dans les différents cadres opérationnels de Tsahal. Elles représentent aujourd'hui 20 à 21% des forces combattantes, contre seulement 7% il y a 10 ans. Et parce qu'elles ont prouvé leur efficacité et leur bravoure, une nouvelle unité est née. Son nom, Arad. C'est un commando de l'armée de l'air israélienne composé exclusivement de femmes combattantes. Oui, vous avez bien entendu, des femmes et rien que des femmes. Elles sont pilotes et soldates d'élite entraînées pour intervenir en quelques minutes en cas d'attaque terroriste ou d'infiltration sur les bases aériennes israéliennes. Après le 7 octobre, Tsahal a compris une chose. Les bases militaires stratégiques pouvaient, elles aussi, devenir des cibles. Des cartes des bases de Hatzerim et de Tel Nof ont même été retrouvées sur des terroristes de la Nourba. Résultat, l'armée de l'air a décidé de créer une force ultra réactive, capable d'arriver la première sur place pour sécuriser une zone, neutraliser une menace et tenir jusqu'au renfort. Et ce qui est fascinant, c'est que cette unité marque aussi un tournant dans la place des femmes dans l'armée israélienne. Alors que certains contestent encore leur présence dans les unités combattantes, Tsahal fait exactement l'inverse. Elle leur confie une mission parmi les plus sensibles et exigeantes du pays. Et en même temps, n'ont-elles pas été de véritables héroïnes dans le ciel iranien ? Cette unité aura donc une force de haute qualité, professionnelle et dévouée, capable d'apporter une réelle réponse opérationnelle et non pas un simple geste symbolique. Leur entraînement ? On parle de 8 mois à 1 an de préparation intensive, combat urbain, tir, camouflage, navigation, gestion de situations terroristes, combat rapproché et préparation mentale. Il s'agit de l'une des formations les plus difficiles et les plus complexes de Tsahal. Bref, du très haut niveau, l'unité dépend d'ailleurs de la prestigieuse 7e escadrille de l'armée de l'air, celle qui supervise déjà des unités mythiques comme Shaldag ou l'unité de sauvetage Shesh Tesha. Et puis il y a ce symbole fort, le nom de Arad, qui évoque à la fois le métal utilisé autrefois pour fabriquer des boucliers et l'idée de protection moderne mêlant renseignement, technologie et combat. L'armée de l'air considère cette unité comme faisant partie du changement le plus large qu'elle a connu depuis la guerre. Plus encore, cette nouvelle unité raconte quelque chose d'Israël d'aujourd'hui. Un pays blessé, oui, mais qui se réorganise, s'adapte et où de plus en plus de femmes prennent leur place en première ligne. Et c'est peut-être qu'au fond, c'est aussi ça, la plus grande révolution. Pendant des décennies, les ennemis d'Israël rêvaient de vaincre des soldats israéliens. Désormais, ils savent qu'en cas d'infiltration, ce seront parfois des commandos féminins qui arriveront les premiers. Et entre nous, je ne suis pas certaine que ce soit exactement l'image héroïque qu'ils avaient imaginée pour leur guerre sainte. En même temps, il faut savoir mourir avec son temps. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes le porte-parole pour, on va dire, les médias francophones de la force juive, le parti d'Itamar Ben-Gvir. Et avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre, en fait, et c'est la question que je vais vous poser tout de suite de but en blanc. Qu'est-ce qu'il recherche, Itamar Ben-Gvir, lorsqu'il participe à cette mise en scène, lorsque l'on le voit d'une certaine manière humilier ou se moquer des activistes de la flottille Soumoud qui sont venus d'Europe pour effectivement exprimer leur soutien à la cause palestinienne? Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il cherche, c'est réaffirmer la souveraineté juive dans l'État d'Israël lorsque nous sommes en guerre avec le djihadisme, avec l'islam le plus radical, avec le Hamas, et à bien signifier à tous ses soutiens dans le monde qu'ici c'est Israël, qu'ici la loi doit être appliquée.
je voudrais simplement rappeler que la loi dispose de la manière suivante. La loi date de 1952-1954, c'est-à-dire à cette époque, c'était la gauche sioniste qui était au pouvoir. Infiltration et entrée illégale. Tenter de pénétrer par la mer dans une zone sous blocus militaire, décréter zone militaire fermée et traiter comme une tentative d'entrée illégale. Cela expose à des peines de 1 à 4 D'accord, ans de prison. mais on remet pas en cause la nécessité d'arraisonner les bateaux de la Somaud. On ne remet pas en cause même la nécessité d'arrêter ceux qui sont soupçonnés de collusion avec les terroristes. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est il est ministre du gouvernement israélien et il se conduit, on va dire, comme un peu comme un petit frappeur, on va dire. Il est là. Il se conduit comme quelqu'un qui a été élu pour cela, qui a présenté son programme là-dessus, c'est-à-dire affirmer notre souveraineté depuis le 7 octobre. Mais je comprends pas, Meir, en quoi venir lorsque les militants hein, de cette flottille sont poings et pieds liés, ils sont allongés. En quoi venir, d'abord, en quoi un ministre de la Sécurité nationale a besoin de venir? Pourquoi il a besoin? Puisque le travail a été fait et par la police et par l'armée israélienne et il a été très bien fait. Pourquoi le ministre a besoin de là? Comment appeler ça autrement qu'une forme de provocation, de vouloir provoquer une provocation qui peut peut-être s'inscrire dans la proximité des élections, hein, peut-être. D'abord, il y a des élections bientôt, évidemment, et Tamar Ben-Gvir doit montrer à ses éventuels électeurs qu'il poursuit la tâche qu'il s'est assignée et pour laquelle les électeurs ont voté pour lui. Donc c'est quelque chose de primordial. Accepter comme ça, année après année, mois après mois, que des soutiens du terrorisme, des gens qui soutiennent le Hamas, le terrorisme islamiste, ça veut tout simplement dire l'éradication de l'État d'Israël, l'extermination des Juifs dans ce pays. C'est ça que ça veut dire. Accepter que ces gens puissent venir manifester, soit tout simplement à raisonner, à arrêter gentiment, de manière discrète, comme on vient de le dire, sans provocation, et puis se retourner après avoir été arrêtés quelques heures au port de Ashdod, c'est quelque chose qui est inconcevable pour une conscience qui s'est dit qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui a été modifié depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, le peuple d'Israël, d'une façon générale, pas seulement les gens qui votent pour Otzma Yehudit, pour notre parti, se sont résolus à ce qu'il y ait une tolérance zéro au terrorisme islamique et à ses soutiens dans le monde. Cette tolérance zéro consiste au minimum d'abord à leur faire subir le même sort que des prisonniers terroristes. Vous êtes des soutiens terroristes, vous allez donc subir la même chose, vous allez être arrêtés, on va vous attacher par les mains, on va vous mettre par terre et on va vous jouer. Le seule musique que vous allez être autorisé à écouter, c'est la Tikva, l'hymne d'Israël. Le drapeau qui va flotter au-dessus de votre tête, c'est le drapeau israélien. Le grand problème, notre grand problème psychologique que nous avons, c'est que depuis 30 ans, depuis même avant, nous nous sommes habitués à avoir une attitude apologétique. Ne faisons pas de vagues. Essayons de maintenir les choses suffisamment circonscrites afin de ne pas provoquer un scandale international, afin que la position diplomatique d'Israël soit toujours acceptable, soit toujours conciliable. Finito la commedia, comme on dit familièrement. C'est fini. Aujourd'hui, quand vous êtes en Israël, le seul drapeau que vous allez voir, c'est le drapeau d'Israël. Il n'y a pas de drapeau palestinien ici. C'est un drapeau illégal. C'est une entité. S'il y a la Palestine, il n'y a pas Israël. S'il y a Israël, il y a Palestine. C'est cela que ça veut dire. C'est cela qu'il faut signifier. Évidemment, quand vous avez une diplomatie qui, depuis des dizaines d'années, la diplomatie israélienne, s'est habituée à s'excuser, à essayer de concilier, évidemment, on peut le comprendre. On peut comprendre aussi pourquoi le Premier ministre a en quelque sorte s'est désolidarisé de cette mesure du ministre Ben-Gvir, parce qu'il a d'autres dossiers à traiter qui sont des dossiers autrement plus importants, comme ceux que vous venez d'énoncer lors des informations, la reprise des hostilités ou la non-reprise des hostilités avec l'Iran. Ce sont des dossiers énormes. Mais quand on est proposé à la sécurité intérieure, on
on n'est pas proposé à la diplomatie d'Israël. Oui, mais on n'est pas préposé à la diplomatie d'Israël, mais on sait que de telles images risquent de salir l'État d'Israël, alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Il y a suffisamment, malheureusement, les ennemis d'Israël ont suffisamment l'occasion de salir l'État d'Israël pour en rajouter, pour donner un prétexte de plus aux ennemis d'Israël pour salir l'État d'Israël. Même si on peut comprendre la nécessité d'avoir une politique de fermeté par rapport à des gens comme cela, même si on peut comprendre même la politique de Itamar Ben-Gvir, que ce soit dans sa lutte contre le terrorisme ou à l'intérieur de la société israélienne, eh bien, on ne comprend pas cette tendance à la provocation d'Itamar Ben-Gvir. Pourquoi ça fait partie du personnage? Ça fait justement, quand vous devez faire un changement de cap radical, quand par exemple, excusez-moi la comparaison, elle est peut-être un peu sommaire, mais vous êtes un nouveau professeur qui est nommé dans une école où les élèves ont été habitués à faire n'importe quoi, à jeter des papiers, à se lever sur la table. Vous avez un professeur au début qui est obligé de donner un grand coup et de le faire de façon ostentatoire. C'est souvent ce que font les pédagogues. Et ça, c'est de la pédagogie que l'on fait, qu'a fait Itamar Ben-Gvir. Il y a aussi la cohérence. Quand Itamar Ben-Gvir arrive au ministère de la Sécurité nationale, l'une des premières mesures qu'il prend, c'est comment dirais-je, de changer tout le régime des prisonniers, des terroristes qui sont détenus en Israël. Jusqu'à présent, il ne fallait pas faire de vagues, il ne fallait pas qu'il y ait de révolution, il ne fallait pas qu'il y ait soulever de nouvelles intifadas, et les prisonniers étaient des rois en prison. Yehia Sinwar, quand il était prisonnier, c'était lui l'interlocuteur de l'administration pénitentiaire. Les gens pouvaient se doucher pendant 2 heures sous l'eau chaude. Ils pouvaient manger des repas gargantuesques, téléphoner à qui ils voulaient, même à partir des prisons, même donner des directives au terrorisme en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Est arrivé Ben-Gvir, il a dit maintenant, ça finit. C'est fini la colonie de vacances dans les prisons. Les pontes du Shabbat l'ont dit, mais ça va nous causer des problèmes incommensurables. C'est tout le contraire qui s'est passé. Quand Itamar Ben-Gvir est monté sur le mont du Temple, on lui a dit, mais c'est quoi ces provocations? Pourquoi tu montes sur le mont du Temple? Si bien qu'à l'époque, à Sukkot 2023, donc 7 jours avant le 7 octobre, le Premier ministre a demandé à Itamar Ben-Gvir de ne pas monter sur le pont du Temple, de ne pas se faire filmer là-bas. Et Itamar Ben-Gvir a obtempéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 octobre, on a eu le 7 octobre. Alors que cette année, c'est la première fois depuis des dizaines d'années que pendant le Ramadan, les pèlerins juifs ont été autorisés à pénétrer sur le mont du Temple. Je rappelle que toutes les années pendant le Ramadan, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de provocation. Il ne fallait surtout pas provoquer la sensibilité musulmane sur le lieu le plus sacré du peuple juif, le mont du Temple. Cette année, les Juifs sont montés sur le mont du Temple pendant le Ramadan et on a eu le Ramadan le plus calme depuis des dizaines d'années. Si vous voulez, Daniel, on se rend compte peut-être dans quelques mois, je suis prêt à parier que Itamar Ben-Gvir a mis fin à cette entreprise qui est nommée la flottille pour Gaza. La flottille pour Gaza, ça a été encouragé par notre traitement qui était des plus conciliables. Je me souviens que lorsque Rima Hassan est arrivée avec la flottille, elle a été renvoyée après 2 jours, on a essayé de montrer combien on était humaniste, on lui a donné des sandwichs, on lui a donné à boire. Il se trouve qu'il y a une personne en Israël qui s'appelle Rachel Twitou qui a demandé à ce que Rima Hassan soit retenue parce que Rima Hassan a proféré 2 menaces de mort contre Rachel Twitou. Et Rima Hassan, elle a essayé de faire passer ça à la police, mais elle n'a pas réussi. Quelqu'un qui profère des menaces de mort, on doit faire l'objet d'interrogatoires et de poursuites judiciaires. Rima Hassan, parce qu'elle faisait partie de la flottille, elle a été exonérée de cela. Si vous ou moi, aujourd'hui, on profère des menaces contre quelqu'un, on est immédiatement convoqué par la police et on peut même être enfermé. Il y a ce qu'on appelle un poids de mesure. La loi, quand il s'agit de soutien aux terroristes, on ne va pas l'appliquer. Tout d'un coup, il faut mettre des gants de velours, les protéger, les choyer, attention.
on va vous arrêter, mais on va pas vous faire de mal, on va amener les caméras pour montrer qu'on vous donne de l'eau, qu'on vous traite bien. Ça ne les empêche pas après, quand ils retournent en France, en Non. Italie ou en Espagne, de dire qu'ils ont été violés, des délires de ce genre. On le comprend. On a eu l'exemple école hier. Vous avez eu les gens de la flottille de Gaza qui sont arrivés en Espagne. À Bilbao, ils ont été matraqués à coups de matraque. Je veux dire, même ça, on n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu un coup de matraque qui a été donné pour. Non, regardez, Meir, je vous le disais, l'idée n'est pas de remettre en cause, on va dire, l'aspect musclé de la politique de Itamar Ben-Gvir. L'idée est de dire pourquoi multiplier les provocations, pourquoi multiplier les scènes de ce type alors qu'on est ministre d'un gouvernement. Est-ce que Itamar Ben-Gvir, après 4 ans à ce poste de ministre, il n'a pas encore compris qu'il est au sein du gouvernement israélien et qu'il fait partie de l'orchestre gouvernemental et que s'il joue mal, s'il joue faux, eh bien cela se répercute aussi sur la diplomatie, cela se répercute aussi sur le Premier ministre, la pose des problèmes comme on le voit avec des réactions, même si on ne peut pas justifier des réactions comme celle de la France ou de l'Espagne. C'est-à-dire finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça la question. Parfois, il dit Et la'asot Lachem eferu toratecha. Il y a des fois, il faut faire un coup, il faut taper un grand coup. Des fois, il faut faire un coup de communication, comme vous dites, un coup de provocation. Voilà. Alors c'est ça. Alors vous le reconnaissez. En fait, c'était l'État d'Israël, c'est pas une auberge espagnole où chacun il vient avec son drapeau palestinien. Il dit ici c'est la Palestine, c'est pas Israël. C'est fini tout ça, fini tout. On refuse que cela se poursuive. Aujourd'hui, il y a un ministre de la sécurité interne qui est un vrai ministre de l'Intérieur. C'est la première fois qu'on a ça en Israël et c'est ce qui d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il est populaire. Il n'est pas interdit de penser que demain Otzma Yehudit passe le cap des 10 mandats députés à la Knesset. Oui. C'est tout simplement parce que ça exprime quelque chose de... On aura en tout cas l'occasion de se reparler d'ici les prochaines élections. On a encore 6 mois avant ces élections, ou peut-être moins que 6 mois, peut-être 4 mois. Vous savez, moi en ce moment je fais sur du velours, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a quelques années, j'étais pratiquement le seul à défendre des positions de Otzma Yehudit, à expliquer pourquoi nous devions être présentés par la Knesset. Aujourd'hui, je vais sur les réseaux sociaux, je lis, mais je veux dire, je suis au chômage technique. Je veux dire, il y en a tellement qui le font mieux que moi encore. Voilà. Et je le constate. Bon, alors on aura l'occasion. Ça, c'est la politique de Ben-Gvir. On aura l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans le cadre de la campagne électorale. En tout cas, merci beaucoup, Meir Ayoun, d'avoir réagi donc à cette vidéo qui fait scandale, en particulier au sein de la communauté européenne d'Itamar Ben-Gvir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. De même, que des bonnes choses. Fahimé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, je vous ai défini comme opposante iranienne. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Femmes, vie et liberté. Parlons-en. On s'est déjà parlé à plusieurs reprises, y compris pendant la guerre après le 28 février. Et je voudrais avoir véritablement votre sentiment, alors qu'il semble que l'on s'achemine presque de manière irrémédiable vers un accord entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle peut-être cette fameuse phrase de Donald Trump au mois de janvier, lorsque la révolution populaire était à son summum. Il avait dit « l'aide américaine est en train d'arriver ». Et là, finalement, cette aide, elle est arrivée, bien sûr, sous forme de la guerre depuis le 28 février. Mais là, aujourd'hui, on voit que Donald Trump se range et est prêt à signer un accord. Comment vous réagissez ? Merci de m'avoir invité. Un mot sur l'aide. Aujourd'hui, le sentiment... Parce que cette nuit encore, il y a eu un petit marche arrière de la part de Donald Trump. Mais en ce qui concerne l'aide, si le contour soit ce qui était rapporté par des différents médias, cette aide a été apportée au régime iranien et non pas au peuple iranien. Sur l'accord, ce qu'on peut dire, c'est que il demande que toute hostilité soit annulée, y compris côté front libanais.
et les blocages de 25 milliards de dollars. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le régime iranien a demandé préalablement d'avoir le déblocage de 12 milliards qui était chez les Qataris. Donc, sinon, il n'entame pas les 30 jours de négociation tels que ça était prévu. Là-dessus, il y a leur média qui dit de toute façon, nous n'allons pas rendre les uraniums. Et nous allons poursuivre le projet nucléaire et nous allons poursuivre le programme des missiles. Oui. Donc, quand vous voyez tout ça, plus qu'il faut impérativement que les Américains sortent de l'entour des Iraniens et que finalement, quelque chose qui n'était absolument pas dans le contour qui était le droit d'Ormuz et que là maintenant va être géré payante probablement par Oman et l'Iran au lieu d'être une circulation libre. Donc vous voyez aujourd'hui, et puis les faucons américains le disent, c'est une sorte de capitulation pour ce qui est des Américains. Or, ils cherchaient, Donald Trump, la capitulation du régime iranien. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez des échos d'Iran même, de la population par rapport à ce qui se passe actuellement entre les Iraniens et les Américains? Est-ce qu'il y a, on peut le supposer légitimement, une forme de déception, de frustration? Oui, donc je termine si vous permettez ma phrase. Donc là, on a parlé côté international et Trump, enfin américain, côté israélien. Au vu de tout ce qu'on vient voir et dire, le danger de l'existence d'Israéliens reste tout à fait en vigueur, si je peux me permettre le dire avec ces éléments-là. Côté les Iraniens, on peut parler de trois choses. Premièrement, pour donner la conclusion à la question que vous posez, premièrement, on a une situation économique qui est catastrophique. Il y a une pauvreté qui devient carrément épidémique et les gens vont très très mal avec un système et un régime qui maintenant qui a continué à massacrer sa population, même depuis 8 et le 9 janvier n'a pas cessé. Ça se passe plutôt dans les prisons, et donc tous les jours. Hier encore, on a eu l'exécution des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre et qui simplement voulaient la liberté. Deuxièmement, avec 86 jours de silence imposé, on ne voit pas très bien ce qui se passe en Iran. Et hier, on a dit que la Chine a fourni des outils pour que l'arrêt d'Internet soit permanent en Iran et que simplement une sorte de l'outil en interne sera mis à la disposition de la population et c'est seulement les élites qui vont avoir l'accès à l'Internet qu'on appelle pro. Donc ça, c'est la situation, je dirais, en prison, et c'est un tel, dans la société, et c'est comme ça. Et donc finalement, cet accord-là va apporter le danger énorme que le massacre va poursuivre et intensifier et que l'argent qui va être débloqué, comme pour 2015 par Obama, va être utilisé pour renforcer le projet nucléaire, pour renforcer la construction des villes souterraines, des missiles, et puis de continuer à dire qu'on va faire disparaître Israël de la carte du monde et finalement donner encore plus d'argent au proxy. Alors, je voudrais vous poser une question qui est peut-être un peu difficile, mais est-ce que finalement l'opposition iranienne, elle n'est peut-être pas suffisamment forte, même au niveau de la population, donc dans la population iranienne, et que finalement, le régime est beaucoup plus fort qu'on ne le pensait, en tout cas beaucoup plus solide qu'on ne le pensait, même s'il est considérablement affaibli, et ça on veut bien le croire ici en Israël, il reste tout de même sur le devant de la scène, il se maintient, et il parvient à juguler, à empêcher toute révolte. Est-ce que finalement, l'opposition iranienne, elle est
elle est faible, c'est une constatation, et que tout le monde en Iran n'est pas opposé au régime des mollahs? À cette question, je dirais on a un indicateur important. Le 8 et le 9 janvier, les Iraniens, dans toutes les villes, petites, moyennes et grandes, sont allés dans la rue pour montrer leur opposition. Et ils ont été massacrés avec l'arme de guerre. Et aujourd'hui, avec 15 000 Hashd el-Shaabi, les Afghans de Fatimiyoun et les Pakistanais qui sont armés jusqu'aux dents dans les rues de l'Iran, est-ce que vous pouvez imaginer, avec la situation économique que je viens de vous expliquer, avec l'Internet, avec des gens qui ont été blessés et que, puisqu'ils étaient blessés, ils étaient obligés de se cacher parce que s'ils allaient à l'hôpital, ils allaient être arrêtés pour être massacrés. Donc, vous voyez, on n'a aucune chance pour dire que en face, même si on donne des armes, comme c'était une option de Donald Trump, les gens en face des armes de guerre ne peuvent rien faire. Maintenant, il y a une action côté extérieur par des diasporas. Mais je peux vous dire quelque chose qui est attristé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de millions de dollars que le régime dépense par le lobbying à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'en Europe, il y a un mutisme en ce qui concerne l'affaire de l'Iran. Tout le monde a fermé les yeux sur le massacre et tout le monde disait il faut négocier parce qu'il y a des enjeux économiques extrêmement importants et derrière, il y a les lobbying de régime qui invite au dîner superbe et qui est tout le temps en train de discuter avec des think tanks pour justement s'asseoir leur position. Comment vous voulez, lorsque pratiquement 1 million de personnes, le 14 février, sont allées dans toutes les capitales dans le monde entier pour soutenir la population qui ne peut rien faire et que personne n'en parle. On n'a eu aucun média européen qui en a fait part. Donc vous voyez, pour pouvoir faire quelque chose, il faut une adhésion. Et cette adhésion aujourd'hui en Europe et ailleurs, et une partie américaine est en faveur de ce régime assassin. Eh bien, Fahimé Robiol, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner, de nous faire passer un peu ce message de l'opposition iranienne qui, bien entendu, donc est déçue par les derniers développements. Bien entendu, nous ici, on espère que les choses changeront. On espère même peut-être un réveil, même tardif. On n'oublie pas que le réveil du mois de janvier est intervenu presque 6 mois après l'opération du mois de juin de l'année dernière. Peut-être que là aussi, à un moment où la vigilance sera relâchée du côté du régime, eh bien, le peuple iranien sortira dans les rues et essaiera de renverser ce régime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Fahimé. Bonne continuation, à bientôt. Mais la population ne peut pas s'en sortir sans armes et sans soutien, de revenir dans la rue. C'est quelque chose qui ne me paraît pas possible dans un avenir proche. Merci. Merci à vous encore une fois.